Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, le champ électromagnétique. Imaginons deux personnes dans le vide de l'espace qui s'échangent une balle. Au moment d'envoyer la balle, le premier individu va s'imprimer une certaine vitesse de recul car il donne son énergie à la balle. De même, au moment de la recevoir, l'autre personne va absorber le mouvement de la balle et donc également ressentir une vitesse de recul. En s'échangeant la balle, les deux individus ont accéléré. Ils étaient au départ immobiles, ils sont maintenant en mouvement, ils s'éloignent l'un de l'autre avec une certaine vitesse. S'ils continuent de s'échanger la balle, leurs vitesses respectives vont à chaque fois augmenter et ils vont s'éloigner toujours de plus en plus vite. Tout se passe comme s'ils subissaient une force qui les repousse. L'action de la balle peut être synthétisée par une force de répulsion. Dans la nature, à l'échelle quantique, ce même phénomène est à l'œuvre entre certaines particules comme les électrons, qui sont sans cesse en train de s'échanger des photons virtuels. Un photon virtuel est une particule issue des lois de la physique quantique qui a le droit d'apparaître à partir de rien, à condition qu'elle disparaisse suffisamment vite pour qu'il soit absolument impossible de la détecter. Un photon virtuel possède une certaine énergie, et sa durée de vie est d'autant plus courte que son énergie est importante. Ainsi, moins un photon virtuel est énergétique, c'est-à-dire plus son énergie est faible, plus il pourra parcourir une grande distance. En s'échangeant des photons virtuels, les électrons ressentent une répulsion, une force qui les repousse, un peu comme le cas des deux personnes qui s'échangeaient la balle. Cette force est d'autant plus puissante que les électrons sont rapprochés l'un de l'autre, car les photons virtuels ont alors moins de distance à parcourir, et ils peuvent ainsi être plus énergétiques. Les électrons ne sont pas les seules particules à interagir de la sorte. Beaucoup d'autres particules s'échangent des photons virtuels, et on appelle cette tendance qu'ont certaines particules à interagir leur charge électrique. L'électron possède une charge électrique de -1 E. E représente simplement l'unité de base pour la charge électrique. Une particule va avoir comme charge électrique un multiple de cette brique élémentaire. Certains objets interagissent davantage qu'un électron. On peut imaginer un objet qui en contient 2 et dont la charge électrique serait alors de -2 E. De plus, certaines particules comme le proton interagissent avec les photons virtuels de façon opposée. Leur charge électrique est alors positive. La charge du proton est par exemple de +1 E. Tout comme les électrons, deux particules de charge positive vont se repousser. Mais une particule négative avec une particule positive vont s'attirer. Ainsi, les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges opposées s'attirent. Pour prendre en compte toutes ces interactions, on introduit la notion de champ électrique. Pour ce faire, on peut imaginer une sorte de tissu imaginaire qui remplirait tout l'espace. Si on place un électron de charge négative, le champ va se colorer en bleu autour de lui. A l'inverse, si on place un proton de charge positive, le champ va se colorer en rouge. De façon naturelle, les particules vont s'échapper des zones qui possèdent la même couleur qu'elles. Une particule neutre, sans charge électrique, ne va rien ressentir. Elle va se déplacer en ligne droite comme si de rien n'était. Mais une charge électrique positive comme un proton va être repoussée par les zones rouges et attirée par les zones bleues. A l'inverse, une charge négative est attirée par les zones rouges et repoussée par les zones bleues. Illustrons le champ électrique avec plusieurs exemples. Voilà le champ créé par deux électrons. On voit par exemple que la position centrale entre les deux électrons est une position d'équilibre. Si on y place une particule, celle-ci resterait immobile, un peu comme une bille entre deux bosses. Voilà maintenant le champ créé par un électron et un proton. On voit que les deux particules s'attirent. Le champ électrique forme une sorte de pont de l'une vers l'autre. Enfin, en plaçant une chaîne d'électrons d'un côté et une chaîne de protons de l'autre, on peut créer un champ électrique uniforme, c'est-à-dire qu'une particule dans ce champ ressentirait toujours la même force où qu'elle soit. De cette façon, on peut par exemple mettre en mouvement les électrons à l'intérieur d'un fil électrique. C'est ce qu'on appelle un courant électrique. C'est alors qu'entre en jeu une expérience troublante. Imaginons un fil électrique composé d'une très longue chaîne de protons et d'électrons dans lequel s'écoule un courant électrique. Le courant électrique correspond simplement à un déplacement des électrons le long du fil.
Imaginons qu'on place un objet à une certaine distance du fil, par exemple une pomme qui possède une certaine charge électrique positive. D'après les interactions qu'on a vues précédemment, chaque proton dans le fil repousse la pomme, car leurs charges sont toutes deux positives. Mais en même temps, chaque électron attire la pomme avec la même intensité. Globalement, quand on fait la somme de toutes ces forces, celles-ci se compensent parfaitement et la pomme ne ressent au total aucune force. Effectivement, quand on l'observe, elle reste bel et bien immobile. Mais on va maintenant lui donner une vitesse de déplacement vers la droite. Étrangement, on observe alors que la pomme est progressivement repoussée par le fil. Alors qu'elle ne ressent aucune force électrique, tout se passe comme si une autre force mystérieuse agissait en secret sur la pomme, la repoussant du fil. Cette nouvelle force est un peu particulière. Elle n'agit pas quand la pomme est immobile, mais seulement quand elle est en mouvement. De plus, cette force dépend de la direction et de la vitesse à laquelle se déplace la pomme. On appelle cette force étonnante, qui apparaît lorsque des charges électriques se déplacent, la force magnétique. Pour comprendre l'origine de cette force, il va être nécessaire d'étudier ce que nous enseigne la relativité restreinte. Pour commencer, on va observer la situation non pas d'un point de vue extérieur, mais plutôt telle qu'elle est perçue par notre pomme, on va se placer dans son point de vue. Par rapport au point de vue de la pomme, ce n'est pas elle qui se déplace vers la droite, mais le fil qui se déplace vers la gauche. D'après la relativité restreinte, plus un objet se déplace rapidement, plus sa longueur va être contractée, dans le sens du mouvement. Dans notre expérience, les protons dans le fil sont maintenant en mouvement par rapport à la pomme. Ils se déplacent vers la gauche. Ils vont ainsi être contractés dans la longueur du fil, et tout se passe comme si les protons s'étaient légèrement rapprochés les uns des autres. A l'inverse, les électrons semblent maintenant se déplacer plus lentement. Ils ont perdu un peu de vitesse car le fil tout entier se déplace maintenant vers la gauche. Ils sont donc légèrement étirés par rapport au point de vue précédent et tout se passe comme si les électrons s'étaient éloignés les uns des autres. Globalement, quand on fait la somme des forces qui s'exercent sur la pomme de son point de vue, celle-ci ne se compense plus. Il y a davantage de charges électriques positives, des protons dans le fil, que de charges négatives. Et par conséquent, le fil en entier va exercer une force répulsive sur la pomme qui va progressivement l'en éloigner. En prenant en compte la relativité restreinte, on s'aperçoit que le champ électrique généré par une charge se déforme quand celle-ci se met en mouvement. Ce phénomène entraîne l'apparition d'une nouvelle force, la force magnétique, qui n'est en fait qu'une simple force électrique, mais perçue selon un point de vue différent. De façon analogue au champ électrique, on peut résumer tous ces comportements par un autre champ, le champ magnétique. Quand une charge électrique se déplace, elle crée autour d'elle un champ magnétique qu'on peut représenter par des flèches qui tournent autour de la direction de son mouvement. La force magnétique est une conséquence de la relativité restreinte, et par conséquent, le comportement du champ magnétique est plutôt étrange. Dans un champ magnétique, une particule immobile ne ressent aucune force. Par contre, une particule en mouvement va ressentir une force qui est d'autant plus importante que la particule se déplace perpendiculairement à la direction du champ magnétique. Cette force va avoir tendance à faire tourner les particules suivant des trajectoires en hélice et en cercle, dont la taille dépend de leur masse, de leur vitesse, de l'intensité du champ ou encore de leur charge électrique. Bien qu'il est difficile à visualiser, on peut se donner une certaine intuition du champ magnétique en imaginant l'expérience suivante. On enroule un fil sur lui-même de sorte à former une longue bobine, et on applique dans ce fil un courant électrique. En se déplaçant à l'intérieur du fil, chacun des électrons va créer autour de lui un petit champ magnétique. Globalement, tous ces petits champs magnétiques vont s'additionner, formant au total un champ à grande échelle qui forme une sorte de boucle sortant par une extrémité de la bobine et rentrant par l'autre extrémité. De cette façon, notre bobine se comporte comme une sorte d'aimant, c'est-à-dire un objet qui possède un pôle nord et un pôle sud magnétique. On appelle ce type d'objet un électroaimant. Pour les aimants comme pour les charges électriques, les pôles de même type se repoussent, tandis que les pôles opposés s'attirent. Au centre de la bobine, le champ magnétique est relativement uniforme. Il est à peu près le même partout, dirigé suivant l'axe d'enroulement du fil. Si on lance un électron et un proton, les deux particules vont former des trajectoires circulaires à cause du champ magnétique, mais dans des sens opposés,
car l'électron est négatif alors que le proton est positif, et avec des amplitudes différentes, car l'électron est moins massif que le proton. Mais en général, la plupart des aimants ne nécessitent pas de courant électrique pour fonctionner. Certains aimants possèdent naturellement un champ magnétique, c'est ce qu'on appelle des aimants permanents. Pour comprendre, les particules élémentaires comme l'électron possèdent une propriété importante en physique quantique qu'on appelle le spin. Même si ce n'est pas la réalité, on peut en quelque sorte interpréter le spin comme une rotation de la particule sur elle-même. En tournant sur elle-même, la particule engendre une sorte de courant électrique qui, comme dans le cas de la bobine, va générer un champ magnétique. Les particules élémentaires se comportent ainsi comme de tout petits aimants, et en les regroupant de façon alignée, on peut ainsi créer des matériaux aimantés. Enfin, pour conclure, les champs électriques et magnétiques étant indissociables, l'un étant à la base de l'autre, il est naturel de les unifier en une seule notion, le champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique se comporte et évolue d'une façon bien déterminée qu'on peut résumer en 4 principes fondamentaux. C'est ce qu'on appelle techniquement les 4 équations de Maxwell. La première équation nous dit qu'une charge agit comme une source pour le champ électrique. La deuxième équation nous dit qu'à l'inverse, il ne peut pas exister de charge magnétique, c'est-à-dire des objets qui ne posséderaient qu'un pôle nord sans pôle sud, ou vice-versa. Un pôle nord magnétique vient toujours nécessairement avec un pôle sud, et si on essaye de couper un aimant en deux pour séparer ces deux pôles, on se retrouve forcément avec 2 nouveaux aimants plus petits. Les 2 dernières équations traduisent la façon dont évoluent les champs électriques et magnétiques l'un par rapport à l'autre. La première de ces 2 équations nous dit qu'une variation de champ magnétique va perturber le champ électrique. Si l'on déplace un aimant à l'intérieur d'une bobine de fil, on fait varier le champ magnétique, ce qui perturbe le champ électrique et va mettre en mouvement les électrons. De cette façon, en secouant un aimant à l'intérieur d'une bobine, on peut générer un courant électrique. On parle d'induction car une variation de champ magnétique peut induire un courant électrique dans un fil. Cette technique est largement utilisée par les éoliennes, les centrales nucléaires ou encore dans les téléphones pour convertir du mouvement en un signal électrique. Enfin, la 4e équation nous dit qu'un courant électrique, ou plus généralement une variation de champ électrique, entraîne elle-même une perturbation du champ magnétique. Cette dernière équation est cruciale car elle reboucle avec l'équation précédente. En effet, faire varier un champ électrique perturbe le champ magnétique, mais cette perturbation de champ magnétique va à son tour perturber le champ électrique. Cette alternance entre champ électrique et magnétique permet à l'énergie électromagnétique de se propager dans l'espace sous la forme d'une onde qui se déplace à la vitesse des photons virtuels. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique, dont font partie les micro-ondes, les rayons X, les infrarouges ou encore la lumière. Pour finir, un grand nombre d'expériences intéressantes sont expliquées par les lois de l'électromagnétisme. On peut même en quelque sorte ralentir la gravité. Pour ce faire, il suffit de lâcher un aimant au-dessus d'une bobine de fil. Au départ, l'aimant tombe de plus en plus vite car il subit l'attraction de la Terre. Mais en se rapprochant de la bobine, son mouvement fait varier le champ magnétique au niveau du fil. Cette variation de champ magnétique va mettre en mouvement les électrons à l'intérieur du fil. La chute de l'aimant génère ainsi un courant électrique dans la bobine. Mais comme on l'a vu précédemment, une bobine parcourue d'un courant électrique génère elle aussi un champ magnétique, un peu comme un aimant. Ce nouveau champ magnétique va venir s'opposer légèrement au mouvement de l'aimant qui tombe et ainsi ralentir sa chute. À l'intérieur de la bobine, l'aimant tombe plus lentement.